Nous sommes maintenant en compagnie de l'invité de Paris Direct. Bonjour, Mounia El-Kotni. Bonjour, Philomène Robert. Merci d'être avec nous. Vous publiez Impatiente, vous êtes docteur en anthropologie de la santé et vous publiez ce livre, Impatiente, co-écrit avec Maëlle Sigono, livre adapté d'un balado, d'un podcast, comme on dit, du même nom. On va commencer par avoir peut-être déjà une pensée pour Maëlle Sigono qui signe ce livre avec vous. Elle est malheureusement décédée. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qu'elle était et comment vous vous êtes rencontrés? J'ai rencontré Maëlle Sigono lors d'une formation pour les femmes. Donc, les questions de féminisme nous ont rejoints et elle m'a parlé de son cancer du sein quelques mois plus tard en me disant « j'ai une histoire à raconter ». Ce qui m'arrive en tant que femme dans le système médical et dans la société, on n'en parle pas. Peut-on travailler ensemble? Et moi, en tant qu'anthropologue, j'ai l'habitude de recueillir la parole des personnes et d'éclairer en allant chercher d'autres témoignages, des experts. Et ce projet est devenu un podcast produit par Nouvelles Écoutes qui a rencontré beaucoup d'échos. Et par la suite, j'ai continué sa volonté, avec l'aide de sa famille, de publier un livre. Donc j'ai approfondi les recherches pour avoir ce livre que vous tenez entre les mains. Et ce livre sort à l'occasion d'Octobre Rose. Nous sommes en plein dedans, on est au milieu de ce mois. Dans le livre, vous déconstruisez, avec Maëlle Sigono, les injonctions à la féminité pour les malades. Quelles sont ces injonctions à la féminité? Quand on a un cancer du sein, donc ça touche à un organe qui représente la féminité. Donc, du coup, il y a déjà cet élément-là. Et en plus, il y a les effets des traitements. Une chimiothérapie, ça va souvent affecter les cheveux, les ongles. On va être fatigué. Et ce qui nous a surprise, c'est que les femmes, la réponse qu'on leur propose, c'est du maquillage, des perruques, surtout de rester des femmes, de mettre des prothèses, même si elles ont été opérées, qu'elles n'ont plus de sein. Il faut que ce soit pas visible dans la société. Et donc, c'est ces injonctions-là à rester des femmes et peut-être presque elles n'ont pas le droit d'être malades, d'être des patientes. Et donc, c'est ce qu'on explore à travers ce livre dans les différents domaines, le médical, mais aussi la famille qui croit bien faire, mais qui au final laisse peu de place pour qu'elles expriment leurs peurs, leurs doutes et leurs maladies. Donc, en gros, vous êtes malade, certainement, vous êtes amputé, certainement, mais de toute façon, vous devez rester femme. Vous dénoncez aussi, Mounia El-Kotni, les violences oncologiques. Quelles sont-elles? Alors, on a construit ce terme de violence oncologique en miroir avec un autre sujet sur lequel j'ai travaillé, qui sont les violences gynécologiques et obstétricales, pour parler de violences médicales spécifiques dans le domaine de l'oncologie, donc en cancérologie, qui s'expriment lorsque des patientes sont vulnérables, lorsqu'on est face à une maladie mortelle, qu'on est nu sur une table d'examen, qu'on fait une mammographie. Il y a des violences qui s'insèrent. Par exemple, Maëlle, on décrit dans le livre une biopsie où elle a clairement dit non. J'ai mal, je refuse. Et le médecin Elle le dit à plusieurs continué. reprises. Non, Voilà. non, 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 non. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui peut se passer parce qu'il y a cette différence de pouvoir entre une patiente et un médecin, mais aussi parce qu'on est confronté à plein de personnes différentes qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra jamais. Donc on a voulu mettre l'accent sur cette vulnérabilité qui est accrue des femmes dans la période du cancer du sein. Et suite à l'épisode du podcast, notamment sur ce sujet, on a reçu d'autres témoignages de femmes qui ont d'autres types de cancers aussi, ou même des maladies chroniques comme l'endométriose, et en ce moment on en parle pas mal, qui vivent ce genre de violence. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les nommer et d'agir ensemble avec les médecins. Notre livre, c'est pour agir médecins, patientes et société contre ces violences-là et améliorer la prise en charge des patientes. Et en cas de violence médicale, oncologique en l'occurrence, il y a quelqu'un dans le livre, un médecin, je crois que c'est le docteur Winkler, qui demande à ce que les patientes se lèvent, s'en aillent, protestent, ensuite le fassent savoir. Le cancer du sein, Mounia El-Kotni, a pour conséquence des précarités multiples, des précarités diverses. On parle de perte de salaire, on parle de chômage de très longue durée, on parle de régression en termes de niveau de vie. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la façon dont ces fragilités, ces précarités sont prises en compte?
Il y a des associations qui agissent, et là vraiment je pense à Cancer at Work, qui agit dans le monde du travail pour sensibiliser les entreprises. Parce que le travail, c'est aussi un facteur d'insertion dans la société, mais de façon plus générale, ça peut être aussi un vecteur d'estime de soi et se dire je suis malade mais je contribue. Et Maëlle le disait, dit moi je veux continuer à travailler, donc on a fait le podcast, on avait ce projet de livre, mais son employeur, elle a eu beaucoup de difficultés puisqu'elle avait des traitements, elle était fatiguée, donc tout le volet emploi, il n'y a pas assez d'accompagnement pour les femmes. Et à ça se cumulent d'autres formes de précarité, le coût des soins de support, par exemple l'acupuncture, l'ostéopathie, tout ça, c'est pas forcément pris en charge par des mutuelles. Et le coût des perruques, des crèmes hydratantes, parce que la chimiothérapie, la radiothérapie vont avoir un impact sur la peau. Et donc, en fait, les patientes qui sont déjà vulnérables vont voir s'ajouter des sources de dépenses supplémentaires, des salaires diminués parce qu'elles peuvent travailler moins. Et au domicile, pourtant, ce qu'on a remarqué, j'ai rencontré d'autres patientes, c'est que les charges ne diminuent pas, c'est-à-dire qu'elles doivent continuer à s'occuper des enfants, de la famille. Le cancer du sein, 58 000 femmes touchées en France, 12 000 personnes qui finissent par en mourir. On est en plein dans Octobre Rose, dédié à la sensibilisation à cette maladie. Où en est cette sensibilisation ? Octobre Rose, au départ, c'est l'idée de demander un investissement plus grand de l'État et du financement dédié au cancer du sein. Et au final, aujourd'hui, on en entend parler chaque année au mois d'octobre. Donc on peut se dire c'est positif, mais ce sont surtout des entreprises privées qui sensibilisent, qui nous poussent à acheter en se disant comme ça je vais contribuer à la recherche. Octobre Rose, machine à cash ? Souvent, il y a des initiatives très positives, mais de façon générale, on a du mal à savoir où va l'argent. Et le deuxième message, qui est de sensibiliser, il est axé sur la question du dépistage par mammographie, qui en fait ne concerne pas toutes les femmes. Et ce qu'on dit dans le livre, c'est le manque de transparence. Donc on a besoin de politiques de santé publique qui expliquent clairement les bénéfices, les risques et qui mettent de l'argent dans la recherche pour aider à avancer. Donc à la fois sur le côté prévention et sur le côté guérison. Mouni El-Kotni, Oui. Le cancer du sein touche également les hommes. 1% seulement, 1% quand même. Pourquoi est-ce qu'on en parle aussi peu ? 99% des personnes qui ont un cancer sont des femmes. Et donc c'est ça aussi, c'est là où aussi on voit le traitement rose. Et donc quand on se place du point de vue du 1% des hommes, on se rend compte à quel point c'est démesuré en fait. C'est un cancer qui est devenu glamour. Donc les associations qui accompagnent les personnes qui ont un cancer du sein accompagnent tout le monde. Et Maëlle raconte que lorsqu'elle voulait acheter du vernis à ongles, il y avait un rayon homme et un rayon femme, alors qu'en fait les effets sont les mêmes. Les effets des traitements. Donc il y a vraiment ce marketing genré qui va même au sein de la maladie. Dernière question, vous avez des expériences croisées de travail au Mexique, au Guatemala, en France et aux États-Unis. Y a-t-il des éléments de comparaison, de similitude, de différence entre les façons dont cette pathologie est prise en compte dans ces pays où vous avez travaillé ? Il y a une différence de chiffres puisque, par exemple, les politiques de dépistage ne sont pas les mêmes au Mexique et en France. Donc, au final, c'est difficile d'estimer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que le taux d'incidence, par exemple, ou la moyenne d'âge auquel les femmes ont un cancer ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on regarde en Guadeloupe, en Martinique et en France. Les causes de mortalité, c'est la première en Martinique et en Guadeloupe, alors que c'est la deuxième en métropole. Et du coup, ça veut dire qu'il y a des facteurs autres et qu'il faut qu'on ait une approche globale du cancer du sein, qu'on regarde l'environnement, qu'on regarde la prévention. Et ça permettra d'avancer ensemble contre cette maladie. Et vous avez l'impression que la société s'est emparée du problème comme vous le souhaitez ? C'est ce qu'on souhaite avec ce livre. Donc pour l'instant, c'est 1 femme sur 8 qui est touchée, vous l'avez rappelé, donc on en connaît forcément. Et c'est pas parce qu'on n'en connaît pas ou qu'on n'est pas concerné qu'on ne doit pas s'impliquer dans le cancer du sein. Merci beaucoup, Merci. Mounia El-Kotni, d'être venue jusqu'à nous, co-autrice avec Maëlle Sigono de Impatiente. Le livre est adapté d'un balado, d'un podcast dédié à cette maladie, le cancer du sein. C'était l'invité de Paris Direct. Merci à vous. Merci à tous.